Je pense que nous sommes prêts, que tout le monde de cette table ronde est réuni. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette session du Global Social Economy Forum. Nous ne sommes pas à Mexico, nous sommes donc en visio répartis à travers le monde pour cette session sur le thème des gouvernements locaux et économie sociale, la co-création de voies pour une économie verte et inclusive. C'est déjà tout un programme. Alors, il est un peu étendu, donc nous allons essayer de le préciser un tout petit peu pour l'heure et demie qui va nous concerner. Nous sommes dans une journée consacrée comme sous-thème à la contribution de l'économie sociale et solidaire à la transformation écologique. Et nous vous proposons, au cours de cette session, de voir de quelle manière il est possible de changer de culture économique en nous donnant en fait ici le défi de l'économie circulaire, le défi que l'économie circulaire peut réussir à relever. Donc, c'est ce sujet que nous allons essayer d'aborder ensemble en envisageant des expériences concrètes, en montrant donc que ce changement est possible, en montrant comment, de quelle manière, par quelles initiatives, par quelles actions concrètes les choses se mettent en place, et nous envisagerons évidemment les limites et les dépassements que ces limites imposent. Nous avons donc quelques personnes qui sont réunies ici. Nous allons avoir un premier tour de table de présentation de ces initiatives et nous vous proposons ensuite de réagir, de poser des questions, vous qui nous suivez, de façon à ce que nous puissions faire de cette table ronde un temps d'échange, un temps de partage d'expériences. Et donc, vos questions sont attendues sur le chat pendant les différents exposés. Nous essaierons de les relayer ensuite dans une partie de discussion que nous allons garder à la fin de cette session. Je vous donne donc quelques éléments de présentation, tout d'abord des différents membres qui vont donc nous accompagner dans cette table ronde, membres de la table ronde donc. Tout d'abord, Christian Calieux, universitaire, urbaniste, vous enseignez à l'université de Chang au Cameroun et donc vous nous direz en quoi en fait l'économie circulaire est importante également donc pour un pays comme le Cameroun, plus largement pour les pays d'Afrique subsaharienne et d'Afrique centrale. Ambre Diaza-Bakana, vous êtes cofondatrice de la Fumainerie. C'est une structure que vous dirigez aujourd'hui et donc vous nous présenterez cette initiative, ses enjeux et donc ses modalités de développement actuellement. Marion Besse, donc vous êtes du collectif ICOS. Vous êtes un collectif qui rassemble des associations et des initiatives autour du réemploi. Et donc, c'est à la fois cette action, ces initiatives et à la fois ce dispositif de collectif que vous allez pouvoir donc partager avec nous. Nowin, donc vous êtes responsable des détritivores et donc vous allez nous expliquer ce qu'est en fait cette structure, ce qu'est son objectif, ce qu'est aussi donc son organisation et son fonctionnement. Vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que finalement ça marche. Votre structure donc emploie aujourd'hui une douzaine de personnes et vous prévoyez d'augmenter ces effectifs à 20 emplois donc en 2022. Vous nous expliquerez comment. Marine Gilbert, donc nous irons à Paris pour vous retrouver et donc nous allons retrouver aussi le collectif Les Canaux. Vous nous présenterez donc également ces initiatives et nous terminerons par l'intervention en conclusion de Jean-Baptiste Tony. Vous êtes conseiller municipal délégué pour l'économie circulaire, les zéro déchets, enfin le zéro déchet, ça suffira bien, la propreté et la monnaie locale. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Christian Calieux qui va donc nous faire cette Je ne vous entends plus, hein? On ne vous entend plus, Lionel. Il y a un problème de micro, manifestement. On ne vous entend plus. Ah, on a perdu. On l'a perdu, je crois.
Bon, on va attendre qu'il se reconnecte, j'imagine. OK. Lionel, vous êtes là, mais votre micro est fermé. Voilà, bon, mon micro s'est fermé en même temps que la connexion. Désolé, petit incident technique. J'essaye de voir si Christian Calieu nous a rejoint. Oui, il est de retour parmi nous. Christian, nous avons été donc coupés juste au début d'intervention. N'hésite un instant. Voilà. Nous t'écoutons si tu réussis à donc reprendre le propos. OK. Bonjour Lionel, bonjour à tous les participants. J'espère que je me fais parfaitement entendre. OK, La donc je connexion est suis bonne. Christian. La connexion est bonne. OK, parfait. Donc, comme Lionel a si bien dit à l'entame de son propos, je vais poser les choses vues de l'Afrique et également vues du monde. Je suis donc Christian Calieu, universitaire et contributeur pour l'AIMF. Économie circulaire, économie sociale et solidaire. Ces mots se sont invités dans le débat public, privé, associatif et au-delà. Il est essentiel de rappeler néanmoins que même si ces mots sont devenus présents, ils sont relativement récents. Donc, la population reste encore, du moins une frange de la population reste encore sceptique quant aux résultats et à l'efficacité de cette nouvelle économie, comme tu l'as si bien introduit, Lionel, qui est une nouvelle culture économique. Ceci dit, acceptons donc qu'il y aura encore des sceptiques et qu'il y aura encore quelques freins dus à la récente appropriation des collectivités, des associations de ce thème. C'est pour cela que ce soit en Afrique, au Cameroun et en Amérique latine, il est essentiel aujourd'hui de valoriser les stratégies mises en place, les actions, les initiatives et tout ce que contribue à proposer une nouvelle vision, une nouvelle lecture de l'économie. Il est essentiel de noter que ce soit en Afrique, en Europe, la plupart des actions avec des résultats intéressants restent encore peu connues et leur présence dans le paysage médiatique reste faible, sans doute parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que les grandes firmes internationales ou que les grandes entreprises qui font pignon sur rue dans les mêmes secteurs qu'eux. Il est également fort de constater que peut-être les porteurs de ce projet n'estime pas utile de le faire savoir, mais il est essentiel pour moi de le faire valoriser, notamment que ce soit dans le traitement des déchets, la recyclerie, les récupérations, les dépannages, tout cela, il faut le faire savoir. Une fois qu'on l'a valorisé, il faut le vulgariser pour l'inscrire dans les pratiques, pour leur montrer que ce n'est pas marginal, que c'est essentiel. Parce que quand on vulgarise, on crée la confiance avec les acteurs, les consommateurs et même ceux qui observent cette nouvelle donne qui se met en place. Prenons un exemple, la vulgarisation. Je vais prendre le cas de Tchang, qui s'est fait connaître à l'échelle camerounaise et africaine par le traitement original des déchets qu'ils ont fait. Mais il est fort de constater que malgré 20 ans de pratique, très peu de communes connaissent la stratégie qui a été utilisée à Tchang. Donc, il est essentiel de valoriser, de vulgariser. Et maintenant, malgré cette volonté, il faut accepter de l'inscrire dans le temps long pour permettre son acceptation, son adoption et sa compréhension. Parce que même si les mots nous parlent, concrètement, pour le citoyen ordinaire, ça représente quoi l'économie circulaire? Quel est son impact? Quel est son apport? Étant donné qu'il y a une longue pratique, notamment en Europe, de j'emploie, je jette ou je m'en débarrasse, alors qu'en Afrique, la culture est je récupère, je recycle, je dépanne, mais toutefois, les mécanismes adoptés ne permettent pas d'inscrire cela comme une culture en Afrique, puisque ce sont des pratiques qui existent. Les Africains ont une pratique de l'économie circulaire, sociale et solidaire qui est plus longue, mais qui peine à être inscrite de façon durable comme stratégie à l'échelle communale, étatique et même locale. Une fois que cela est fait, il faut accepter maintenant de décloisonner l'économie sociale et l'économie circulaire pour qu'elle n'appartienne plus à une élite, à des initiés, à une caste.
Décloisonner, c'est-à-dire inviter les gens, le faire connaître auprès des écoles, auprès de jeunes surtout, qui, à mon sens, feront le poids nécessaire dans quelques années pour accélérer cette nouvelle culture économique. Je vais m'illustrer par quelques exemples. Il y a le projet WICAM au Cameroun, qui est un projet phare qui a été financé par l'AFD, qui a mis en place une usine, permettez l'expression, enfin des ateliers pour la récupération du matériel électronique et son recyclage. Seulement, WICAM n'a pas réussi à s'ouvrir suffisamment. Pourtant, c'est un projet qui lutte beaucoup contre les déchets électroniques et contre la dégradation de nos cadres de vie par l'ensemble de ces équipements, des rebuts venant d'Europe. Toutefois, WICAM, comme Tchang, comme le traitement des bouts de vidange, restent des projets novateurs à porter et à supporter. D'où pour moi, Lionel et tous les participants, de l'inscrire comme socle important pour la nouvelle stratégie de développement local, national, en appliquant bien sûr la valorisation, la vulgarisation, le décloisonnement et l'acceptation de cette nouvelle donne économique comme l'avenir pour de nombreux pays, les pays du Sud et aussi les pays du Nord. Je vous remercie. Merci Christian Calieux pour ces propos. Nous reviendrons sans doute dans la discussion plus concrètement sur quelques initiatives, en particulier donc sur cette initiative de Tchang, donc sur la gestion des déchets, qui devrait donc nous illustrer les choses de bonne manière. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Ambre Diazabakana. Donc, vous allez donc nous présenter l'activité de la fumainerie et le développement de cette structure et son histoire, sans doute aussi, donc qui va évidemment être très intéressante pour nous. Merci beaucoup. Alors, en effet, je suis cofondatrice, comme vous l'avez bien présenté, et depuis septembre dernier, coordinatrice d'une association qui s'est donnée pour ambition dès février 2019 d'accompagner les citoyens dans la transition de leur modèle d'assainissement. Cette association, elle est avant tout née de la volonté d'individus de devenir acteurs de cette action de reconquête de notre ressource en eau. Ces individus sont partis du constat qu'une des sources majeures de pollution de nos ressources en eau était la gestion partielle des nutriments et polluants transportés par nos excrétas, renvoyés aux stations d'épuration et partiellement, donc comme je vous le disais, traités et valorisés dans ces unités de traitement des eaux. Et qui pouvait donc être responsable d'une pression majeure sur une ressource naturelle aujourd'hui précieuse sur nos territoires, mais également fondatrice et support de nombreuses activités économiques. Donc l'association qui s'est constituée autour de ces citoyens s'est donnée pour ambition d'accompagner une transition par l'expérimentation notamment, et l'étude des opportunités données sur des territoires urbains, de voir se déployer des nouveaux modèles de gestion collective, circulaire et locale de nos matières fécales et de nos urines. Un des premiers projets que nous avons donc souhaité porter sur le territoire métropolitain donc de Bordeaux, en Gironde, c'est donc l'expérimentation d'un premier réseau de collecte à la source des excrétas humains et de valorisation de ces matières pour un usage agricole. L'ambition de cette expérimentation, qui a été lancée en septembre 2021 pour 2 ans, c'était de démontrer des possibilités de penser de nouveaux modèles de collecte et de gestion de nos eaux noires en contexte urbain. Ce projet a vu le jour dans un contexte à la fois réglementaire, politique, institutionnel, qui n'était pas forcément pensé pour intégrer des solutions comme celles que l'on souhaitait défendre et promouvoir. Ainsi, un des gros travaux donc, de l'association et des citoyens qui l'habitent et l'animent depuis maintenant 3 ans, c'était de réussir à offrir un cadre, comme je le disais, à la fois réglementaire, institutionnel, organisationnel et technique
pour déployer ces systèmes. Sur la métropole de Bordeaux, qui est aujourd'hui notre premier terrain d'expérimentation, notre premier démonstrateur, nous avons donc réussi à proposer un modèle qui n'est pas forcément un modèle qui a vocation à se poursuivre tel quel aujourd'hui, mais qui a vocation surtout à questionner les limites techniques et socio-économiques à ces modèles de gestion de nos excréta. Donc sur Bordeaux, nous avons équipé 35 foyers en solutions d'assainissement écologique, comme on les qualifie, qui sont plus concrètement des toilettes sèches, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas d'eau pour transporter les matières jusqu'à une station d'épuration, qui vont venir remplacer les toilettes mouillées dans des appartements et dans des maisons en intérieur, dans les centres-villes de la métropole. Et chaque semaine, nous collectons auprès des familles qui sont équipées les matières fécales et les urines qui sont produites tous les jours par chacun d'entre nous. Un des grands enjeux de ce modèle, ça a été de réussir donc à construire toute la chaîne logistique nécessaire à la bonne gestion de ces matières, à leur valorisation de manière sécuritaire pour la santé des personnes et pour l'environnement, et aussi d'essayer de s'inscrire dans un cadre réglementaire qui est aujourd'hui en construction, puisque la réglementation française ne prévoyait pas l'équipement de toilettes sèches en contexte urbain. Donc, on a dû aussi travailler étroitement avec les autorités locales compétentes sur la question à la fois de l'assainissement, sur la question de la gestion des matières organiques, l'économie circulaire, gestion des déchets, mais également avec les autorités en charge des questions sanitaires pour s'assurer que notre projet pouvait voir le jour dans un cadre le plus sécuritaire possible. Donc, un des autres enjeux majeurs de notre projet, ça a été aussi surtout d'accompagner de cette transition de notre mode d'assainissement, donc d'accompagner les individus, les familles qui ont fait le choix de nous rejoindre dans un changement profond de leur pratique de défécation et de miction. Et donc, pour pouvoir faire cela, on a fait le choix aussi de s'entourer de nombreux chercheurs qui nous accompagnent depuis le début et encore pour un an dans le suivi de l'expérience utilisateur, l'expérience de nos coproducteurs et coproductrices, comme on les appelle, pour comprendre aussi quels étaient les freins et les motivations psychologiques individuelles et collectives au passage à l'acte, à cette transition, et aussi les potentielles raisons qui pouvaient justifier un retour en arrière vers des modèles plus conventionnels. Et donc, il y a également eu un besoin de questionner les modèles économiques qui pouvaient permettre à ces systèmes de s'élargir, d'essaimer sur d'autres territoires. Donc, nous nous intéressons aussi à la question du financement de ces actions, au rôle que peuvent jouer les individus dans le soutien économique de ces modèles, au rôle également que les collectivités peuvent incarner pour permettre à ces systèmes qui servent l'intérêt général et qui participent à réduire la pression sur les milieux aquatiques, rôle de ces institutions dans le soutien à ces initiatives. Et donc, l'idée à terme, c'est de pouvoir apporter tout un argumentaire et des indicateurs précis à la pérennisation et puis surtout à l'essaimage de ce système ou d'autres sur le territoire métropolitain ou sur d'autres territoires. Notre projet, justement, comme il intervient sur un sujet qui est peu connu encore aujourd'hui du grand public, des collectivités, et qui n'a pas forcément fait l'objet d'autres expérimentations sur d'autres territoires, c'est vraiment intéressé à construire un modèle depuis la collecte, la production des matières, jusqu'à leur valorisation en agriculture. Et donc, on a vraiment dû intervenir à chaque étape de la filière pour permettre d'avoir un projet d'économie circulaire qui soit complètement viable, en tout cas sur un plan technique et sur le plan de la valorisation des matières fécales et des urines. Ce qui a été aussi intéressant dans notre projet, justement, du fait de la nécessité de construire un cadre de gouvernance, un cadre organisationnel et institutionnel favorable à l'émergence du projet, c'était de travailler avec une diversité, une multiplicité d'acteurs qui, comme je le disais, interviennent à différents stades de la filière en construction. Donc, notre association, aujourd'hui, elle réunit différents acteurs, les coproducteurs et les coproductrices, qui sont les usagers des solutions,
les salariés qui sont amenés tous les jours à manipuler, gérer une matière qui, pour nous, n'est plus un déchet, mais bien une ressource. Et puis surtout, tous les partenaires techniques qui interviennent à la fois dans la conception des solutions sur lesquelles on a besoin encore aujourd'hui d'innover pour permettre leur adaptation au contexte urbain, mais également les partenaires techniques qui interviennent dans le développement de solutions de valorisation des matières et qui sont aujourd'hui encore peu nombreux sur le territoire français. Donc, il a été nécessaire pour nous d'aller les chercher, d'identifier les bonnes solutions adaptées au contexte métropolitain et adaptées surtout à nos besoins en valorisation. Les institutionnels, les collectivités locales, l'État ont également joué un rôle essentiel dans la conception du projet et dans son lancement, puisque c'est eux qui sont compétents sur les thématiques que j'ai déjà citées, qui sont l'assainissement, l'économie circulaire, la santé, l'agriculture urbaine. Et donc, pour nous, il y avait aussi un enjeu de les associer étroitement pour assurer notamment que notre expérimentation puisse nourrir la définition de politiques locales qui pourraient permettre de pérenniser, de développer, d'ancrer dans le territoire ces initiatives sur du plus long terme. Et puis, on en parlait tout à l'heure dans la présentation précédente, il y a le besoin aussi pour nous de pouvoir communiquer largement sur cette initiative pour qu'elle puisse peut-être inspirer d'autres démarches sur d'autres territoires, que ce soit en France ou dans d'autres pays du monde. Et donc, on travaille étroitement avec de nombreux chercheurs qui s'intéressent à la fois aux questions des enjeux sociaux, de ces solutions, questions économiques, mais également les questions liées aux impacts environnementaux et à l'efficacité environnementale de nos filières. Sur la question justement de la pérennisation de ces modèles d'assainissement urbain, on est très vite parti du constat de la nécessité de travailler collectivement à penser la transition de nos systèmes de valorisation des matières organiques. Et pour engager cette transition-là, on a constitué un collectif qui s'appelle la Maison de la matière organique et qui s'est donné pour ambition, par la mise en commun des moyens de production, de collecte, de valorisation, que ce soit des moyens matériels, immatériels, humains, de soutenir des démarches comme la nôtre. Et donc, toujours sur la métropole de Bordeaux, dans le cadre de cette maison de la matière organique, nous travaillons avec d'autres acteurs du territoire qui interviennent dans le secteur de l'économie circulaire, qui sont opérateurs de collecte de matière organique qui diffèrent des nôtres, mais qui s'en rapprochent finalement dans la composition de ces matières organiques et qui ont décidé de réfléchir avec nous à penser en fait de nouveaux modèles de collecte et de nouveaux modèles de gestion locale de ces matières. Donc, on travaille avec des concepteurs de couches compostables, par exemple, avec des loueurs de toilettes sèches qui collectaient depuis des années des matières sans forcément avoir des exutoires pérennes et viables pour leurs activités, mais également des acteurs de la gestion des biodéchets de la métropole qui sont intéressés à penser le co-compostage, la co-valorisation des matières sur le territoire. Donc finalement, ce collectif d'acteurs privés s'est constitué afin de répondre à un besoin partagé par plein de structures de l'économie sociale et solidaire de penser la transition de nos systèmes d'organisation en lien avec cette question de la gestion des matières organiques. Et on est convaincu que c'est en travaillant collectivement à définir cette transition, à construire des filières de gestion locale et circulaire des matières organiques, qu'on arrivera à augmenter l'impact territorial, l'impact environnemental de nos projets. À terme, on ambitionne même de pouvoir constituer une coopérative qui associerait étroitement à la fois donc, ces acteurs privés qui sont déjà opérateurs de collecte, les institutions qui sont les compétentes sur des thématiques sur lesquelles on intervient, qui ont le pouvoir d'agir et de porter plus haut l'ambition de ces projets, mais également, surtout, les citoyens qui sont finalement les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires de nos services, les premiers aussi à être impactés par les défaillances et les problématiques de nos systèmes actuels et qui, pour nous, doivent jouer une part importante dans la construction des modèles de gestion des matières organiques de demain. Et donc, l'ambition à terme, pour nous, c'est bien de pouvoir constituer des filières
de gestion circulaire de nos excrétas et plus largement des matières organiques qui accompagne la valorisation, la collecte de ces matières depuis la coproduction, la production dans différents lieux de la métropole, que ce soit sur des chantiers, dans des bidonvilles, dans des espaces publics, mais également chez les particuliers, qui permettent également la transformation de ces matières dans le respect de la réglementation en vigueur pour le sol, pour l'agriculture, avec une valorisation derrière qui donc permettent aussi la production alimentaire pour le territoire et donc qui participerait aussi à soutenir l'agriculture périurbaine. Donc au-delà de l'ambition de valorisation des matières organiques, il y a aussi pour nous un besoin et une ambition de reconnexion des villes et des campagnes et de soutien à l'agriculture qui va être amenée dans les prochaines années aussi à vivre sûrement des crises auxquelles on peut peut-être contribuer à limiter. Et on en parle également, l'idée c'est aussi pour nous de pouvoir faire inspirer d'autres démarches sur d'autres territoires et donc il y a une vraie ambition pour nous de communiquer très largement sur cette expérimentation pour inciter au changement, à la transition. Et donc, c'est important de pouvoir communiquer dans les médias, auprès des collectivités également, auprès du grand public surtout, sur ces nouveaux modèles, démontrer que c'est possible d'envisager des manières radicales de penser la gestion de nos excrétas et de nos matières organiques. Et puis surtout, faire entrer un sujet qui était jusqu'à présent tabou dans le débat public pour permettre de changer nos systèmes. Voilà pour la petite présentation de notre expérimentation métropolitaine. Merci. Merci pour ce propos très complet qui donc nous permet de comprendre davantage l'ensemble de cette initiative et l'ensemble d'un système finalement qu'il faut réussir à boucler pour que tout le dispositif, depuis la source première, dirais-je, jusqu'au débouché, soit opérationnel et puisse nous aider à être ensuite mieux développé. Sur les questions de réemploi, mais qui va aussi nous amener à repérer cette nécessité d'avoir un bouclage et de pouvoir véritablement travailler depuis la ressource jusqu'à sa réutilisation possible. Au fond, on est bien là au cœur de ce qu'est l'économie circulaire et de la démarche que nous sommes en train d'essayer d'élaborer. Marion Besse. Merci. Je n'étais pas sûre s'il y a eu une coupure à nouveau du son, mais c'est bon. Bonjour à tous. Je vais me mettre en plein écran. Super. Je me présente, Marion Besse. Je coordonne le projet ICOS, qui est un projet de collectif de structures bordelaises que je vais vous présenter. ICOS a vocation à créer sur la métropole de Bordeaux un village pour la nouvelle vie des objets. L'ambition d'ICOS et de ses membres, c'est de participer au changement des comportements de consommation et de permettre, qu'on a un petit slogan qu'on aime bien, un mode de vie sobre en biens et riche en liens. C'est vraiment la philosophie dans laquelle a été construite ce village, qui souhaite proposer un modèle de production et de distribution de biens de consommation alternatifs et solidaires, et donc alternatif au modèle de production et de distribution plus classique. Le collectif réunit 9 acteurs actuellement de la métropole de Bordeaux. L'idée, c'est de capitaliser sur les expériences et les compétences et les savoir-faire individuels de chacune de ces structures afin de proposer une version collective qui permette un changement d'échelle en fait aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui œuvrent donc pour nous dans le réemploi des, vous l'avez compris, biens de consommation, donc biens d'équipement de la maison ou biens d'équipement de la personne. Je vous les présente dans le collectif. On compte donc Le Relais, qui est une entreprise d'insertion coopérative
qui collecte, trie et valorise les vêtements et chaussures. Compagnon bâtisseur Nouvelle-Aquitaine, une association qui porte un projet spécifique qui s'appelle Solibat, de réemploi des matériaux de la construction. Aircube, qui est une association qui massifie les encombrants collectés en pied d'immeuble pour les trier et ensuite les redistribuer sur les filières, soit de réemploi, donc dans les recycleries de la région, soit en recyclage. L'association Ecoagir, qui porte le projet donc Ripley de réemploi des jouets en création depuis cette année sur la métropole de Bordeaux. L'association Échange Nord-Sud, qui collecte et valorise les fruits et légumes invendus dans un réseau d'épiceries bio de la métropole. La recyclerie sportive de Bordeaux-Mérignac, donc qui collecte et valorise en réemploi tous les équipements sportifs au sens large. L'association Envie-Gironde, donc, qui valorise l'électroménager, les déchets d'équipements électroniques, les D3E. La recyclerie créative Atelier déco solidaire, spécialisée sur le meuble et les objets de déco avec une importante activité d'upcycling créative. Et le Livre Vert, qui est une entreprise d'insertion qui valorise les livres et produits culturels. Associés, tous ces acteurs finalement sont en capacité d'équiper intégralement une maison et en gros d'habiller des personnes en réemploi uniquement. Et c'est vraiment l'ambition à travers le projet ICOS, c'est vraiment de proposer un lieu solidaire où l'on puisse acheter donc, tous ces produits en réemploi, mais aussi, et ça c'était un sujet très important au sein du collectif, venir apprendre en fait, se sensibiliser, partager du temps avec les acteurs qui sont présents sur le site, leurs équipes, les bénévoles et tous les partenaires, venir se sensibiliser voilà, aux impacts de la grande consommation et à des alternatives possibles. En tout cas, c'est une proposition nous qu'on fait avec ce village ICOS, de pouvoir faire différemment et solidaire. Donc le projet, en fait, il consiste en un lieu qui sera situé au nord de la ville de Bordeaux, qui proposera donc à la fois des espaces donc, pour les acteurs, hein, donc des espaces de collecte et de tri et de stockage de tous ces produits, mais aussi donc effectivement donc une galerie marchande du réemploi qui proposera une offre quantitative et qualitative de façon à être accessible au plus grand nombre, donc rassembler ces points de vente qui aujourd'hui sont éparpillés sur la métropole. Pour nous, est un pari de les rendre plus accessibles à la fois aux urbains, mais aussi aux personnes qui habitent en périphérie. Et ça, c'est l'intérêt de la localisation qui a été trouvée aujourd'hui, qui n'est pas en centre-ville. De toute façon, vu les surfaces demandées, c'était difficile. Et des espaces plutôt sociaux et qui permettront d'accueillir le public sur des actions événementielles et de sensibilisation de type festival du réemploi, conférences thématiques, expositions, ateliers de réparation, ateliers d'upcycling, etc. Ouverts à tous, aux particuliers comme aux scolaires, comme aux entreprises et aux collectivités. Et ce projet-là, en se concrétisant, permettra donc de faire travailler 250 personnes, dont plus de la moitié sur des parcours d'insertion socio-professionnelle. Donc, c'est une création nette d'emplois de 80 emplois et de réunir aussi un réseau de plus de 150 bénévoles sur les différentes actions. Et en parallèle, c'est le traitement de 12 000 tonnes d'objets chaque année. Ça permet en fait de doubler les capacités actuelles des différents acteurs dans leur localisation actuelle. Et pour donner un ordre d'idée de comparaison, 12 000 tonnes, on ne sait pas trop ce que ça représente. Sur la métropole de Bordeaux, en 2019, la collecte sélective du verre représentait 16 000 tonnes à l'année. Voilà, c'est un premier point de comparaison. Aujourd'hui,
donc on souhaitait vous proposer cet exemple d'action collective, puisque en fait, c'est le fait de se rassembler, ces structures, en se rassemblant, permettent un changement d'échelle, permettent de gagner une visibilité sur leurs actions et in fine de pouvoir les développer. Et c'est bien cette dynamique collective qui rend le village du réemploi possible. Chaque acteur pris individuellement ne pourrait pas porter et créer ce projet. Donc, c'était vraiment cette dimension collective que KICOS souhaitait apporter aujourd'hui. Et une dimension du coup plus de réflexion et de prospective pour la suite, c'est-à-dire que aujourd'hui on est donc vraiment sur la phase de montage du projet. L'ouverture du village du réemploi aura lieu au public, pour le public qu'en 2024, début 2024. Et toute cette phase de portage de projet nous permet d'identifier quelques obstacles ou quelques freins à lever liés à justement cette dimension collective du projet, où on voit que les cadres juridiques, financiers ne sont pas aujourd'hui adaptés à des projets collectifs, même si on sent bien que les collectivités notamment se dirigent vers l'accompagnement de ce type de projet collectif. Il n'empêche que aujourd'hui, ça apporte une complexité à nos projets. Et le dernier point qui est que on est donc effectivement, qui dit changement d'échelle, dit aussi pour le coup là un investissement financier qui change d'échelle aussi. Et aujourd'hui, les structures de l'ESS n'ont pas toujours accès à des dispositifs plus importants de financement auxquels ont accès des entreprises plus classiques de l'industrie, etc. Donc, il y a un vrai travail de recherche, de pédagogie, d'échange avec les différents investisseurs possibles pour trouver la bonne entrée dans chacune de ces institutions pour arriver à concrétiser le projet. Donc, il y a une volonté de favoriser les dynamiques collectives. Aujourd'hui, maintenant, il y a un cadre très concret et facilitant à mettre en œuvre par notamment les collectivités pour aider la concrétisation de ce type de projet collectif. Et je vous remercie. Merci d'avoir donc présenter à la fois les initiatives réalisées et donc le projet ICOS, cette galerie marchande donc du réemploi que nous avons hâte de découvrir d'ici 2-3 ans maintenant, donc de travail encore pour y parvenir. Bon courage. Je pense que nous y reviendrons dans la discussion dans quelques minutes. De réemploi, il va être également question et de gestion d'organisation de la gestion des déchets. Avec vous, Dowin, donc vous êtes responsable des détritivores et vous allez nous expliquer donc ce qu'est cette structure, ce qu'est aujourd'hui son fonctionnement et son développement. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, Dowin. Alors, je suis le directeur d'une structure qui s'appelle effectivement les détritivores, qui est à l'origine sur la collecte et le compostage des biodéchets. Structure qui représente 12 employés, qui est à la fois une structure qui a une spécificité, c'est à la fois d'être une structure d'économie circulaire via la collecte des biodéchets, mais aussi une structure inclusive via la création d'emplois d'insertion. Alors, il faut savoir que nous, on appartient à un groupe qui est plus large que nous. On représente que 10% d'une structure qui s'appelle ACT, qui a été créée en Nouvelle-Aquitaine il y a déjà plus de 10 ans et qui représente aujourd'hui plus de 120 salariés. Donc, nous, on représente et dans ces 120 salariés, on va retrouver beaucoup d'activités d'économie circulaire, toujours dans l'inclusion. Donc, on va avoir des personnes en situation de handicap, des personnes en situation de chômage de longue durée ou bénéficiaires de minima sociaux. Et on va aussi
aussi bien aller faire du biodéchet que certains autres de mes collègues vont aller collecter le plastique, d'autres vont s'occuper de tout ce qui est appareil électroménager, d'autres collègues vont historiquement aller sur tout ce qui est tri des déchets de bureau, papier, carton et autres, et gobelets à l'époque, quand il y avait encore le gobelet plastique qui était autorisé en France. Et donc voilà, ça c'est tout l'écosystème dans lequel on appartient nous. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a eu deux choses qui ont été très importantes dans la création de cette structure il y a 10 ans. C'était de dire, un, on peut créer de l'emploi dans l'économie circulaire, vraiment. Et alors, à l'époque, il y a 10 ans, c'était quelque chose d'assez... c'était compliqué, très clairement, ne serait-ce que trier dans les bureaux, c'est déjà compliqué. Et progressivement, en fait, de dire, voilà, ces emplois-là sont les emplois de demain, et ces emplois de demain, on veut les mettre à disposition pour les personnes les plus éloignées. Et donc, ça a été très important quand Frédéric Petit, mon président, a monté cette structure, c'était de combiner ces deux choses en même temps, en se disant, voilà, on va inventer des emplois qui n'existent pas, des filières qui n'existent pas encore, et on va mettre ça en place. Et du coup, il y a quand même un double défi qui est de dire comment on accompagne les personnes qui cherchent aujourd'hui à se relancer professionnellement et à la fois comment on arrive à lancer des filières complètement nouvelles. Et quand on parle de filières, on parle aussi bien de la partie, et mes collègues précédents en ont parlé, c'était de dire il y a toute une partie où sont les gisements, comment on les collecte, comment on va ensuite les trier et comment on va les traiter. Et vous avez ces trois phases-là qui existent. Et effectivement, en fonction de la filière, ça ne va être pas exactement la même chose. Par exemple, si je prends l'exemple du cas des biodéchets chez Detritivore, notre gisement, c'est effectivement les restes alimentaires, aussi bien de la restauration professionnelle que le particulier chez lui dans sa maison, que la cantine du coin. Et donc, là, vous avez des sources. Après, il faut aller les collecter. Alors, comment on va les collecter? Alors, en milieu urbain, alors tout à l'heure, on a vu sur la fumerie des vélos cargo. Et bien, effectivement, en milieu urbain dense, on peut aller utiliser du vélo cargo et aller collecter. Alors, c'est intéressant parce que à l'époque, en Argentine, les cartoneros déjà le faisaient avec des grandes charrettes et allaient collecter des cartons. Ayant travaillé moi dans le milieu juste avant, et ben effectivement, c'est pas nouveau en fait. Et dans plein de pays, ça s'est déjà fait. Alors moi venant du Vietnam, il y a des gens qui sont capables de transporter des volumes extraordinaires juste sur un vélo et sans remorque en plus. Et là, nous, on améliore le processus parce que maintenant, on a des remorques électriques, on a des vélos qui portent des charges de 200 kg. Donc, ces biodéchets, on est capable de les collecter au plus proche des gisements, là où sont les gens, là où sont les restaurants. Et ensuite, ces gisements, il faut ensuite les emmener quelque part pour qu'ils soient traités. Alors là, se pose la question des sites de traitement. Et donc, alors je pense que Jean-Baptiste Tony en parlera, mais cette question des sites de traitement sont hyper stratégiques. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de trouver où sont collectés, il faut aussi où est-ce qu'on va traiter ça. Alors aujourd'hui, par exemple, sur les biodéchets, on a un déficit clairement de sites de traitement des biodéchets. Voilà, aujourd'hui, c'est des choses qui ont été largement mis très loin des villes, des centres-villes, donc des distances faramineuses pour une matière qui se décompose relativement naturellement. Certes, on peut l'accélérer le processus, certes, on peut l'accompagner, mais quand même, globalement, c'est quand même un processus naturel, la décomposition de la matière organique. Donc, quel est l'intérêt aujourd'hui de lancer des grosses industries sur un système qui est relativement naturel, si ce n'est qu'on peut quand même l'accompagner. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a on a eu des stratégies nationales qui ont été plutôt autour de la valorisation énergétique via l'incinération notamment, ou voire l'enfouissement sinon. Et donc, du coup, cette matière a été totalement simplement perdue, en fait, puisque c'est une matière organique qui est encore riche, qui peut revitaliser les sols, et finalement, on l'a transformée simplement en énergie. Pourquoi pas? C'était une option à l'époque, c'était une option industrielle à l'époque. Maintenant, on sait qu'il y a d'autres options industrielles qu'il faut développer. Mais vous voyez que nous, en tant qu'acteurs qui peuvent être historiquement petits acteurs associatifs, puis après coopératives et autres, mine de rien, en fait, ces sites de traitement, si on ne change pas la façon de raisonner, ça ne fonctionnera pas non plus, parce qu'on continuera à alimenter un système industriel qui a été pensé pour du traitement de masse des déchets et qui a besoin de ce volume-là pour continuer à fonctionner. Un incinérateur, si vous ne le nourrissez pas, il n'est pas rentable. Et s'il n'est pas rentable, il ne vit pas. Et donc, du coup, les millions que vous avez pu investir dans une telle technologie ne sont jamais rentabilisés. Et donc, du coup, le truc se mord un peu la queue parce qu'il est obligé de continuer dans ce modèle-là, alors qu'en fait, il y aurait possibilité de sortir ces gisements et de les valoriser autrement.
Sur le biodéchet, évidemment, on peut le transformer et le transformer notamment en compost qui va ensuite renourrir les terres. Il faut savoir, alors, parce qu'à Bordeaux, c'est intéressant, puisqu'il y a tout un travail autour de la résilience alimentaire, que la production agricole en Gironde est relativement insuffisante par rapport aux besoins du département, ou en tout cas de la métropole de Bordeaux. Beaucoup aujourd'hui de produits agricoles sont simplement importés des départements autour. Pourquoi pas? C'est un fonctionnement qui est nécessaire et qui est aussi une question de territoire. Mais n'empêche qu'il y a énormément de terres agricoles qui sont sous-exploitées et en tout cas qui sont morts finalement progressivement de ne pas avoir été à nouveau nourries en fait. Donc elle produisait de la matière organique, mais en fait elle n'a jamais repris ce qu'elle avait produit. Donc c'est intéressant de voir comment cette matière organique elle peut renourrir les territoires. Et je parle de ça, mais ça marche aussi bien sur un écosystème. On parle aussi des plastiques, des choses comme ça. Le plastique, c'est une matière, alors ok, d'accord, issue de l'énergie fossile, mais ce plastique-là, il est tout à fait recyclable et réutilisable aujourd'hui et dans des proportions assez intéressantes. Et donc aujourd'hui, ces gisements de plastique-là, il est temps qu'on les réexploite à nouveau, c'est-à-dire qu'on les prenne et plutôt que d'aller fabriquer de nouveaux plastiques, simplement de pouvoir séparer la partie plastique de chacun des produits et ensuite de le couper en petits morceaux et ensuite de le recycler. Ça se fait très, très bien. C'est pareil pour le carton, pour beaucoup de flux. La problématique, c'est toujours la séparation de ces différents flux pour que ça fonctionne. Parce que quand vous avez un appareil électroménager où il y a plein de plastique qui se mélangent, et ça devient tout de suite très, très difficile. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? C'est que ça crée énormément d'emplois très précis, minutieux sur la partie du tri, en fait. C'est là où il y a énormément de gisements d'emplois. On a la partie collecte qui n'est pas nouveau, qui est connu et tout ça. La partie livraison, ça existe aussi. Mais ce qui est tout à fait nouveau, c'est le fait de spécifier dans la filière une zone où on va très finement séparer les flux de manière très précise. Ça se faisait déjà sur le papier à l'époque. On séparait le papier blanc du papier couleur pour optimiser le recyclage. Maintenant, il n'y a plus besoin de le faire aujourd'hui. Mais voilà, c'est pareil maintenant sur l'électroménager, on va commencer à pouvoir séparer chaque pièce et tout ça et aller vers la réparation et aller plus précisément. Et donc, vous voyez, nous, ce qui est intéressant, c'est comment ces nouveaux métiers qui vont être très spécifiques dans une filière, on va les dédier en priorité pour des personnes en situation d'exclusion. Et c'est ça qui nous intéresse à un moment et qui peut aussi intéresser pas mal de villes à travers le monde, c'est ces filières-là qui sont industrielles demandent énormément de travail manuel et donc énormément de main-d'œuvre en fait. C'est là où ça devient intéressant, c'est que du coup, moi j'appelle ça des emplois à haute main-d'œuvre, à haute intensité de main-d'œuvre en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que l'emploi inclusif, c'est ça aussi, c'est un emploi qui est à nouveau accessible à tous, qui est à nouveau ok, d'accord, dans une chaîne de production qui facilite les choses, on sort un peu de la question de la pénibilité parce qu'on est capable de faciliter les choses dans le travail et d'accompagner un peu ce travail-là en adaptant les postes de travail pour les personnes en situation de handicap, etc. Mais en même temps, on est capable de proposer un boulot qui est accessible à tous et d'en créer énormément. Par exemple, sur le tri des biodéchets, il y a un énorme travail en amont avant le compostage qui est simplement de s'assurer que la matière organique, elle est de super qualité, il n'y a pas de problème de tri, il n'y a pas une serviette qui traîne par-ci ou un gobelet qui traîne par-là. Et donc là, c'est intéressant puisque la personne, on va lui demander effectivement d'une chaîne de production un peu optimisée, d'aider à trier pour qu'à la fin, on ait un super produit en termes de compostage. Et donc voilà, donc après, c'est pareil sur la partie collecte, la partie en amont de la collecte, aller faire de la collecte à vélo, évidemment, les volumes ne sont pas les mêmes. Mais en même temps, du coup, plutôt que d'utiliser un camion qui va me faire créer un seul emploi, on va mettre 2-3 vélos qui vont créer 3 emplois de fait. Et pour des coûts équivalents. C'est ça qui est intéressant, parce que sinon, on pourrait se dire, mais le camion, en fait, ça revient moins cher, on peut faire plus de choses. Oui, ça fonctionne effectivement sur des distances au-delà de 5-10 km. Mais à toute distance en dessous de entre 5 et 10 km en dessous, le vélo est plus intéressant en termes de logistique. Et donc, on peut créer 3 emplois contre un emploi en camion sur des courtes distances. Sur les longues distances, ça n'a aucun intérêt. OK. Mais sur les longues distances. Et c'est là intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'aller très finement, à un moment donné, sur ces analyses-là, de dire, OK, les questions de distance entre le lieu de collecte, le lieu de gisement et ensuite le lieu de traitement, comment on les assemble, mais c'est-à-dire aussi, il faut que les traitements soient les plus proches possibles, parce que si on reste sur des lieux de traitement très éloignés des métropoles et des villes, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est la logistique principale en camion qui va s'imposer. Or, si on remet en place les zones de traitement plus proches des villes, déjà, les allers-retours sont plus simples et surtout, du coup, on crée beaucoup plus d'emplois de fait. Voilà, je voulais juste finir sur ça, mais voilà, nous, il y a un vrai enjeu, clairement, et je continuerai juste sur cette question-là, c'est de dire,
il y a une résonance très claire entre ce qui peut se passer dans les filières de l'économie circulaire qui sont en train de se monter et de fait l'emploi pour tous et notamment pour les personnes les plus éloignées. Merci pour ce témoignage. Merci aussi d'avoir souligné donc, la dimension emploi et la dimension réalité économique, modèle économique en fait de l'économie circulaire. Nous allons prendre la dernière intervention, celle de Marine Gibert, donc, qui représente le collectif Les Canaux et qui va là aussi donc, nous parler de cette dimension d'abord collective, mais aussi de cette dimension donc, de l'emploi de l'activité. Donc, Marine Gibert, nous vous laissons la parole. Super. Bonjour à toutes et tous. Alors, j'ai juste partagé ma présentation. Ça arrive tout de suite. Est-ce que vous voyez mon écran? J'ai l'impression que oui. Donc, bon. Enchantée, Marine Gibert, je suis en charge de l'économie circulaire au sein de l'association Les Canaux. Association qui a été lancée en 2017 et qui aujourd'hui a vraiment pour objectif de promouvoir et de fédérer tous les acteurs qui vont mettre au cœur de leur projet l'environnement et la solidarité, tels que justement les projets dont on a pu entendre parler juste avant. Et donc, pour ce faire, on propose des outils assez concrets, à la fois des outils de sensibilisation, justement pour pouvoir présenter un peu tous ces enjeux aux citoyens, aux grands groupes, aux collectivités. Et donc, notamment, on a toute une programmation gratuite de conférences et de différents événements qui vont en plus permettre de mettre en avant les acteurs qui sont engagés pour la planète et l'environnement et la solidarité. Un autre volet, c'est tout ce On l'a perdu, je pense. On ne se restreint pas à l'économie sociale et solidaire, qui en France est un statut qui est défini dans une loi qui a été passée en 2014. Notre enjeu, c'est vraiment de faire en sorte que progressivement, tous les acteurs économiques s'engagent pour la planète et la solidarité et que cette économie à impact ne soit pas une économie à la marge, mais bien celle qui soit au cœur de notre système. Et le dernier volet, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'apport d'affaires. Aujourd'hui, les canaux sont mandatés par Paris 2024 et la Solideo, qui sont les deux organisations en charge de faire en sorte que les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 soient des Jeux olympiques et paralympiques solidaires et inclusifs. Et ça passe notamment par faire bénéficier de cette manne économique que sont les Jeux olympiques et paralympiques à l'ensemble des acteurs, notamment sur le territoire, et pas qu'aux grands groupes, aux mastodontes qui ont l'habitude de répondre à ces marchés. C'est vraiment permettre à des petites entreprises et à des entreprises de l'économie sociale et solidaire de pouvoir elles aussi participer justement à ces différents marchés publics. Et donc, pour ce faire, d'un côté, on va accompagner la maîtrise d'ouvrage sur comment, en fonction des familles d'achat concernées sur ces Jeux olympiques, ils peuvent intégrer des clauses qui vont favoriser l'accès à des acteurs de l'insertion ou alors qui travaillent avec des personnes en situation de handicap, ou bien des clauses qui vont favoriser tout ce qui va être développement durable et économie circulaire, qui aujourd'hui est le cœur de notre sujet. Et donc, finalement, aujourd'hui, l'association Les Canaux, c'est un réseau qui est national. On a plus de 4500 entreprises qui sont référencées. Initialement, notre activité, elle est plutôt basée à Paris. Nos locaux sont basés à Paris, mais on a vraiment l'ambition que notre activité puisse bénéficier à tous. Et donc, un des piliers thématiques des canaux, c'est vraiment l'économie circulaire. Pour ceux qui nous regardent du bout du monde, je ne sais pas,
Si vous avez l'occasion de venir à Paris, venez aussi visiter l'Est parisien, où justement vous verrez ce bâtiment dans lequel aujourd'hui nous sommes installés. J'y suis aussi aujourd'hui, qui est un bâtiment, une ancienne administration des canaux parisiens que l'on voit ici, et qui est vraiment devenu une vitrine de l'économie circulaire, puisque la première action qu'on a menée, ça a justement été de rénover et d'aménager 100% en économie circulaire ce lieu, ce qui fait de ce lieu l'un des premiers lieux aménagés de cette manière. Là, on voit des photos un peu de l'intérieur, c'est encore en train d'évoluer. On a de la chance, il n'y a pas les marteaux qui s'actionnent à côté à l'instant, mais on est en train de faire une seconde phase de travaux qui est solidaire et circulaire. La première, donc, qui avait lieu en 2016, on le voit, a permis notamment de réemployer, par exemple, des placards qui étaient déjà existants au sein de la maison pour simplement les remettre au goût du jour. Ici, au bout du couloir, on voit un espace qui permet d'accueillir des événements avec des chaises qui étaient également présentes sur le lieu, mais qui ont été simplement retapissées pour leur redonner encore 50 années de vie, pour prolonger de 50 ans leur vie plutôt que de les jeter. Là, on voit notamment des fleurs qui sont fabriquées à partir de papier sulfurisé déclassé. Donc, typiquement, c'est le papier qu'on va mettre sous les cookies si vous en faites lorsqu'on fait de la pâtisserie. Et chaque année, il y a des industriels qui, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas commercialiser des rouleaux de papier sulfurisé qui vont être récupérés par cet artiste qui s'appelle Junior Free Jacquet et transformés en de super luminaires ici, et puis également là, le couloir. Ce qui fait que sur ce chantier, on a 95% des déchets qui avaient été recyclés dans les bonnes filières de recyclage ou réinventés à même le site, et tout le mobilier qui a été produit dans une logique d'économie circulaire. Et de fait, on parlait de l'importance justement de promouvoir et de montrer que cette économie-là, elle est possible, qu'elle est désirable, qu'elle est souhaitable. Et nous, à travers cette maison un peu vitrine, on pense que c'est un pari qui est gagné. On a des acteurs de l'économie circulaire et solidaire qui ont participé à l'aménagement et qui ont fait de ce lieu un superbe lieu. L'économie circulaire au canot, c'est justement aussi cet enjeu de sensibilisation, toujours du grand public et des professionnels. Notamment, on a un MOOC, donc c'est une formation en ligne qui est gratuite et qui permet d'aller à la rencontre de plein d'acteurs de l'économie circulaire dans différents secteurs, le bâtiment, le design et le mobilier, qui vont vraiment parler de leurs enjeux, de leur structure, de leur modèle économique. Et puis derrière, on a tout un listing de formations pour justement aller plus loin sur ces sujets. C'est aussi de l'accompagnement d'entrepreneurs sur différentes filières, notamment la filière de mobilier en économie circulaire. Et puis aujourd'hui, et je vais en parler dans la suite de ma présentation, on a également lancé l'accélérateur circulaire pour accompagner les entrepreneurs franciliens de l'économie circulaire dans leur changement d'échelle, ce qui est un vrai enjeu. Et le dernier volet, c'est vraiment le conseil, l'apport d'affaires en accompagnant les acheteurs publics et privés. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on a identifié, et notamment à travers notre rôle un peu de centrifugeuse d'acteurs engagés de l'économie circulaire, c'est qu'on a plein d'initiatives sur plein de territoires. Là, je parle de quelques-unes et qui sont engagées dans plein de secteurs: alimentation, agriculture, textile, construction. On a aussi des acteurs qui sont dans l'économie circulaire, dans le secteur culturel, par exemple, pour réemployer les scénographies et les différents éléments de décor qui sinon partent à la benne. Dans le secteur événementiel, c'est la même chose. Le secteur est souvent décrié pour l'utilisation de moquettes de façon intempestive qui sont produites pour avoir une seule vie, qui ne peuvent pas être recyclées et qui se voient enfouies par la suite après 2 jours d'utilisation sur des salons, par exemple. Mais aujourd'hui, ces initiatives, elles ont justement besoin de grandir pour avoir davantage d'impact
Et là encore, on a eu plusieurs présentations qui montraient cette envie de pouvoir se déployer, se développer. Et ces structures vont rencontrer différents freins, des freins à l'accès au foncier, par exemple, parce que là, on est sur des activités qui sont productives et qui ont foncièrement besoin d'espace pour pouvoir installer les différentes machines, les différentes équipes qui vont travailler. On vous a reperdu, Marine. Marine? Je dépasse mon temps. Non, c'est pas ça. C'est simplement qu'il y a quelques coupures donc, ponctuellement, mais nous vous avons retrouvé. Ah oui, ma connexion est instable. Bon, ça aurait été le tour pour démontrer que nulle part en France, on a des connexions Wi-Fi correctes. Et du coup, effectivement, aujourd'hui, voilà, je disais juste qu'il y avait des enjeux à surmonter pour les acteurs de l'économie circulaire pour être en capacité de changer d'échelle. Mais pour autant, voilà, on en voit, il y a des acteurs qui sont un peu pionniers sur ces sujets. Je pense notamment à la gourde Bobby, qui est une gourde entièrement éco-conçue, qui est un produit. Ça y est, c'est reparti. De quoi? Je regarde. On a quelque chose. C'est bon. On vous a perdu, on vous a retrouvé. Nous allons vous laisser terminer. C'est le problème du réemploi dans les réseaux Wi-Fi. Voilà, allez-y. Désolée, j'ai été coupée. Alors, j'arrête la vidéo et je vais juste mettre le son. Excusez-moi pour ça. Effectivement, on a quelques acteurs un peu pionniers sur les sujets d'économie circulaire et qui montrent qu'un changement d'échelle est possible. Je parlais donc de Bobby qui s'investissait autour des produits réutilisables et notamment leur gourde qui est très connue. On a Adopte un bureau qui vise à révolutionner la consommation du mobilier de bureau et d'en réduire la production de déchets, à savoir en fait que chaque année, lorsqu'il y a un déménagement d'entreprise, c'est des tonnes de mobilier qui partent à la benne sans pouvoir retrouver une autre vie. Et Adopte un bureau, justement, vise à mettre en œuvre d'autres solutions. Alors, en amont, par exemple, en proposant des solutions de leasing, de location de mobilier, ou alors des options de vente, un modèle avec des ventes et options de rachat à la fin des mobiliers une fois qu'ils ne sont plus désirés par l'entreprise, ou encore du reconditionnement de mobilier avec des équipes en insertion. Et on parlait, donc, un des sujets aujourd'hui, c'est ESS et économie circulaire. Historiquement, c'est vrai que l'ESS s'est vraiment emparé de l'économie circulaire. On pense à tous les acteurs qui sont dans le reconditionnement, notamment d'équipements électroniques et électriques, les ordinateurs, les machines à laver, et ainsi de suite. On pense aussi à Emmaüs, qui en France est un mouvement très important, qui a pour vocation de pouvoir favoriser la seconde main de différents produits textiles, les livres, le mobilier. Et aujourd'hui, on a d'autres acteurs justement qui apparaissent sur ce marché, qui ont vraiment envie d'intégrer aussi l'impact social à leur activité, soit en créant des ponts avec les structures de l'ESS déjà existantes, soit en devenant elles-mêmes entreprises de l'ESS. Donc nous, on a aussi pour vocation d'accompagner ces acteurs-là dans cette mission. Voilà pour la présentation des canaux, un peu entrecoupés. Merci. Effectivement, les canaux étaient un tout petit peu encombrés, semble-t-il. Voilà, c'était facile. Jean-Baptiste Tony, vous allez avoir une lourde charge maintenant que d'essayer de tirer quelques enseignements pour les villes, pour le rôle que les villes peuvent jouer dans le soutien, dans la promotion, peut-être dans le développement aussi de ces filières de l'économie circulaire.
Alors, en quelques mots, donc, je rappelle que vous êtes conseiller municipal délégué justement à l'économie circulaire. Donc, que vous ont inspiré ces quelques exemples, ces quelques applications concrètes? Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour toutes ces interventions extrêmement riches. Alors je connais déjà quelques structures, mais pas toutes. Alors moi, premièrement, ce que j'ai envie de dire, c'est que en termes d'enseignement, ce que j'en retire, ben forcément, pas grand-chose de généralisable. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Christian Calieux qui notait bien que en fait l'économie circulaire, c'est un enjeu qui est mondial, c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Finalement, de la même manière que le changement climatique ou l'extinction de la biodiversité. Aujourd'hui, personne dans le monde n'est capable de dire non, moi, l'économie circulaire, la gestion des déchets, la gestion des ressources naturelles, ça ne me concerne pas. Voilà. Personne ne peut le dire. Aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est un enjeu qui concerne tout le monde, tous les pays du monde. Et le deuxième point qui a été noté, c'est qu'effectivement, ce que l'on vit, nous, en France, et qui est parfois proche de ce que l'on peut vivre dans d'autres pays d'Europe, ben, ça ne va pas du tout être la même chose que ce qui va être vécu, par exemple, dans des pays africains. Et j'imagine qu'aussi, entre pays africains, il y aura des différences d'enjeux, de situations, de vécu. Et c'est en ça que je dis qu'il n'y a pas forcément d'enseignement généralisable. C'est le seul enseignement, finalement, c'est qu'il y a une multitude de façons de faire de l'économie circulaire. Et ce qui est très intéressant avec cette prise de parole de Christian Calieux, c'est que on se rend compte que on a toutes les collectivités partout dans le monde identifient un certain nombre de besoins sur ce sujet-là, mais que peut-être en fait d'autres villes partout dans le monde ont déjà des réponses parce que elles ont déjà eu ce besoin plusieurs années auparavant, parce que culturellement le rapport à la consommation, le rapport aux déchets est différent. Et donc, on a tout intérêt, effectivement, nous, en tant que ville de Bordeaux, par exemple, on a tout intérêt à voir ce qui se passe ailleurs parce que des réponses existent déjà. Et après, effectivement, ce qui est important de noter, c'est que dans les pays comme la France, l'enjeu est grand puisque la culture qui nous définit clairement, c'est celle de l'économie linéaire. C'est-à-dire qu'on achète du neuf, on consomme, on jette. On achète, on consomme, on jette. On achète, on consomme, on jette. Et évidemment, ça ne peut pas fonctionner dans la durée. Et donc, une partie des réponses se trouve justement dans des pays qui, culturellement, ont déjà fait alors pas forcément fait ce travail, mais cette culture s'est déjà installée d'elle-même du réemploi. Donc voilà, ça c'était un peu en introduction. Pour ce qui est des villes, en tout cas de la ville de Bordeaux, je ne peux pas généraliser à toutes les villes du monde, mais l'enjeu d'investir ce champ de l'économie circulaire pour les villes, pour moi, il est de deux ordres. D'abord, c'est que l'économie circulaire est une source d'emplois non délocalisables. Autant aujourd'hui, nous sommes dans un monde suffisamment mondialisé qui fait que l'on produit dans une partie de la planète et on va consommer potentiellement dans une autre partie de la planète. Et ce système-là fait que aujourd'hui, sans trop caricaturer, quand on déploie le tapis rouge à Amazon sur certains sites en France, on se félicite du nombre d'emplois qui sont créés, mais aujourd'hui, personne n'est capable de dire combien de temps vont durer ces emplois. Dans l'économie circulaire, ça n'est absolument pas le cas. On sait très bien que les emplois qui se créent dans l'économie circulaire sont des emplois locaux qui vont durer. Donc ça, c'est le premier enjeu de l'importance d'investir ce champ pour les villes. Le deuxième, c'est celui on a conscience en tant que ville qu'aujourd'hui, notre résilience est très limitée, surtout du point de vue de la consommation de ressources naturelles. Et par conséquent, une ville ne peut pas s'appuyer uniquement sur une économie linéaire parce que sans ça, un jour ou l'autre, les matières premières finiront par se perdre, il n'y en aura plus et c'est toute l'économie de la ville qui se retrouvera pénalisée. Et ça, les mots sont faibles, je pense.
Donc, vraiment, ce deuxième enjeu, c'est de travailler sur la résilience de la ville et la rendre capable, en fait, de réutiliser les matières dont elle a besoin en entrée. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, ça nous permet un peu de poser peut-être les pistes d'action, ou en tout cas le comment faire. Là, j'ai parlé du pourquoi faire et le comment faire. En fait, il y a évidemment l'enjeu qui a été évoqué par Christian Callio de la vulgarisation et de la valorisation des actions. Aujourd'hui, si on veut s'extraire de cette logique linéaire pour rentrer dans une nouvelle logique circulaire, il faut embarquer tout le monde. Il faut embarquer les entreprises, il faut embarquer les citoyens, puisque ça nécessite aussi, et c'est également ce qu'a dit Dowin, ça nécessite un changement de regard sur notre manière de collecter les déchets. Donc, on doit embarquer tout le monde sur ce sujet-là et on le fera d'autant mieux qu'on sera capable de vulgariser et de mettre en avant les actions, les projets qui s'installent progressivement sur le territoire. Également, on se rend compte, en tout cas c'est le cas à Bordeaux, mais c'est le cas dans beaucoup de villes avec qui j'ai pu échanger, que autant on peut avoir certains projets emblématiques de certaines filières qui s'installent ou qui sont installées depuis quelque temps, autant certaines filières, c'est le cas à Bordeaux, n'existent pas du tout. Donc ça nous oblige en tant que collectivité parfois de partir vraiment de zéro. C'est le cas, alors pas là maintenant, mais il y a quelques années encore, c'était le cas sur la consigne des emballages alimentaires ou des bouteilles. Et pour autant, la ville de Bordeaux, enfin la région autour de Bordeaux produit énormément de vin, donc on aurait pu penser que c'était évident qu'on se pose cette question-là avant, mais ça n'a pas été le cas. Et on se rend compte qu'il y a des filières qu'on doit construire de zéro. Alors, je dis on, ce n'est pas la collectivité, mais la collectivité avec des porteurs de projets, avec d'autres collectivités à des niveaux différents, le département, la région, l'État, l'Europe, etc. Mais voilà, ça oblige en fait à actionner des leviers qui sont innovants parce que ce sont des filières innovantes qui n'existent pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lancer une filière qui n'existe pas? On passe par de l'expérimentation, on passe par un enjeu de mutualisation des outils et des infrastructures de ces filières. Effectivement, c'est exactement aussi ce que disait Dowin, quand sur une filière, par exemple, de valorisation des biodéchets, on a plein de façons de faire de la valorisation des biodéchets. L'enjeu, il est sur la mutualisation. Une collectivité n'a pas des milliards d'euros à dépenser tel projet. Par contre, on sera capable de le faire quand les projets se mettent ensemble pour dire nous, on est prêt à investir ensemble en coopérant un site précis. En ce qui concerne les freins, c'est donc ce qui a été évoqué par Dowin, c'est cette nécessité de revoir la logistique dans l'économie circulaire. Donc, comment est-ce qu'on va collecter? Comment est-ce qu'on va trier à la source? Comment est-ce qu'on va mutualiser des sites logistiques, des sites de tri, des sites de valorisation? Je prends un exemple tout bête. À Bordeaux, on a une petite structure qui s'appelle Coquille, qui valorise de manière parfaitement logique les coquilles, notamment d'huîtres. Alors, c'est pareil, sur le département de la Gironde, on en consomme beaucoup. Aujourd'hui, on est en capacité, on a des pistes de valorisation. Mais le frein principal, en fait, c'est la collecte. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de collecter chez les gens et dans les restaurants les coquilles d'huîtres? On ne peut pas le faire avec les outils actuels. On ne peut pas rajouter une poubelle spécifique pour les coquilles d'huîtres chez les gens. On ne peut pas rajouter des conteneurs dans la rue. On a du mal à inciter les commerçants, les vendeurs d'huîtres à eux-mêmes organiser cette collecte. Donc, il y a la nécessité ensemble de revoir et de révolutionner un peu la manière de trier et de collecter les déchets pour faciliter du coup le réemploi et la valorisation dans une logique d'économie circulaire. Et pour conclure ma petite intervention, ce que j'ai trouvé très intéressant dans toutes ces interventions, c'est qu'à l'origine, l'économie circulaire, on la réserve quasiment exclusivement aux ressources matières et aux déchets. En fait, on se rend compte avec tous ces échanges que l'économie circulaire, c'est-à-dire la manière qu'on pourrait avoir de circulariser une économie, en fait, on peut l'appliquer à beaucoup de choses
et à beaucoup de flux que l'on va retrouver dans la ville. Donc là, on a beaucoup parlé notamment de l'alimentation avec Dowin, mais aussi avec la fuminerie. Mais ça peut être aussi intéressant de parler d'énergie. Comment est-ce qu'on peut appliquer les principes de l'économie circulaire à l'énergie? On consomme de l'énergie dans une ville, on consomme beaucoup d'énergie. Comment est-ce qu'on est capable de produire localement cette énergie pour la consommer localement? Et pourquoi pas, s'il y a des pertes, s'il y a d'autres moyens peut-être de récupérer de l'énergie pour la reconsommer localement. Il y a aussi les enjeux de monnaie. Et c'est pour ça que je porte cette délégation de la monnaie locale, c'est que la monnaie, c'est un flux financier qui a également tout intérêt à être circularisé dans une ville. On peut aussi parler des énergies grises, c'est-à-dire comment, entre êtres humains, on est capable d'engager un travail profond sur les enjeux de coopération, sur les enjeux de collaboration, d'économie sociale et solidaire, d'insertion. Comment est-ce que nos énergies locales, on est capable de les mettre ensemble, de les faire travailler ensemble au service justement des entreprises et de l'économie locale. Voilà, donc entre les matières, entre l'énergie, entre la monnaie, entre l'alimentation, entre ce que j'ai envie d'appeler les énergies grises, on a tout intérêt aussi à parler d'économie circulaire. Voilà, donc c'est un peu moi le message que j'ai envie de faire passer. On a tout intérêt aujourd'hui à élargir un petit peu le champ de l'économie circulaire vers ces flux-là, parce que les villes ont tout intérêt à faire ce travail. Voilà. Merci de ce propos donc très complet. Je passe sur maintenant le temps des questions avec peut-être donc des questions par le chat si il y a des éléments d'information qui me parviennent. Et sinon, moi j'ai une question à poser à l'ensemble de nos témoins. Ou plutôt une sorte de requête que je leur permette d'exprimer. Si vous aviez un élément donc, de demande sur des actions que les villes, que l'État ou plus particulièrement, même plutôt que les collectivités locales peuvent faire pour soutenir le développement de l'économie circulaire, ce serait quoi ? Une action, je vous laisse quelques minutes de réflexion et puis donc vous pouvez lever la main pour m'indiquer qui prendrait la parole en premier. J'ai entendu un certain nombre de choses, donc je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce que je peux, Lionel? Oui, je t'en prie. Dans l'immédiat, dans un temps relativement court, il faut impérativement former déjà des jeunes acteurs de l'économie circulaire pour qu'on puisse aller dans une école, apprendre à être manager ou un gestionnaire d'une filière d'économie circulaire. J'ai vu plusieurs exemples, ICOS, la fuminerie. Ce sont des gens, pour la plupart, se sont formés eux-mêmes. Mais il est essentiel aujourd'hui qu'on crée, à défaut des écoles, ne serait-ce que des parcours de formation où on pourrait acquérir les éléments fondamentaux nécessaires pour un jour porter l'économie circulaire et bien entendu la vulgariser et la valoriser. C'était ma modeste contribution. Bien, Jean-Baptiste Tony approuve, donc nous allons voir ces dispositifs. Je suis entièrement d'accord, effectivement, il y a un enjeu de formation qui est énorme. En France, on a une toute petite école qui s'est lancée, qui s'appelle la Low-Tech School, qui est basée en Bretagne. Alors, quand on parle de low-tech, on parle forcément, évidemment, aussi d'économie circulaire. Et c'est une réponse. Ils sont partis effectivement de ce constat que l'économie circulaire est un enjeu. C'est même pas un enjeu de demain, c'est un enjeu d'aujourd'hui. Or, les formations n'existent pas. Donc, je plus sois cette remarque-là. C'est essentiel de faire plancher. Alors, soit effectivement créer des structures nouvelles qui viseraient à former sur ces enjeux, soit inviter les structures d'enseignement déjà existantes à se pencher sur ces questions-là. Je pense notamment, mais pas que, aux écoles d'ingénieurs qui travaillent un petit peu pour certaines sur les enjeux d'éco-conception, mais pas sur l'intégralité des métiers que l'on doit retrouver dans l'économie circulaire. Et ça serait intéressant que ces écoles-là s'y mettent
très vite. Alors, moi, j'ai peut-être une question pour Ambre Diazabakala. Tout à l'heure, on a évoqué dans le propos le travail d'observation des chercheurs et cette utilisation finalement de la recherche pour mieux comprendre ce que sont les difficultés, les motivations, les blocages. Et donc, on a entendu dans toutes les présentations qui ont été faites qu'il y avait un changement de perspective nécessaire. Est-ce qu'on peut revenir peut-être sur cette question des motivations et des freins qui apparaissent et que vous avez rencontrés dans votre expérience? Évidemment. Les motivations, les freins qu'on a pu soulever dès le lancement de notre projet sont tout simplement liés au sujet qui nous occupe et qui nous intéresse et qui porte sur un objet tabou dans notre société, qui sont le caca et le pipi. Et donc finalement, tout le travail qu'on a dû opérer, c'est de réussir à déconstruire des freins et des appréhensions qui n'étaient liées qu'à une vision collective et un rapport collectif très biaisé par rapport à la gestion de nos excréta. Donc finalement, c'était sortir d'une représentation collective que sont les matières fécales et les urines, essayer de démontrer que ces représentations-là, elles n'étaient parfois fondées que sur des a priori, mais qui ne traduisaient pas une réalité. Et puis, du coup, travailler à l'échelle individuelle pour déconstruire cette représentation collective. Et les freins sont des freins qu'on partage tous. C'est lié à la crainte de transmission de maladies, lié à la gestion de ces matières, lié aux odeurs, parce qu'on va en fait entrer dans l'intimité, dans la vie quotidienne, dans les habitations des personnes. Et donc, il y a aussi un enjeu de maintien d'un certain confort d'utilisation de ces solutions d'assainissement. Donc, il y avait des craintes, en fait, surtout aussi liées à la peur de perdre un certain confort, à certaines habitudes, aussi liées au jugement que pourrait avoir l'entourage de ces personnes qui s'inscrivaient dans la démarche vis-à-vis de l'utilisation de ces nouvelles solutions. Et donc, finalement, on a vu qu'en agissant juste au sein d'un foyer, on pouvait réussir, et en arrivant à convaincre et à changer justement la perception d'un foyer, on pouvait réussir à convaincre tout un entourage, tout un noyau familial, parfois social, assez large autour de ces personnes. Mais c'est essentiel de faire ce travail. En tout cas, nous, on a fait le choix de partir de l'individu pour ensuite déconstruire ces idées reçues, mais je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur la déconstruction des représentations collectives, donc d'agir à une échelle plus globale, et c'est pour ça qu'on donne une importance aussi aux médias, aux articles scientifiques, pour crédibiliser la démarche de manière plus collective. Mais à mon sens, il faut agir en fait aux deux échelles, à l'échelle individuelle et collective, pour déconstruire toutes ces représentations. Je vais poser peut-être encore une question, cette fois-ci à Marion Vess, qui évoquait besoin peut-être de modification de règles ou d'appui dont on peut avoir besoin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en fait sur la manière dont ces appuis pourraient intervenir? Ouais, j'ai noté 3 points qui sont tous différents. Le premier, c'est sur la collecte, et je rejoins ce qui a été dit avant. Et dans le cadre du coup des acteurs d'ICOS, il y a des expérimentations en cours sur la métropole de Bordeaux qu'il faut poursuivre et faire évoluer vers déjà cette partie collecte. Donc pour nous, tout ce qui est bien de consommation, on va dire, c'est en centre de recyclage, en déchetterie. Donc là, il y a un travail peut-être de pré-tri, de présélection avant que ça finisse à la benne et que du coup, ça échappe après aux filières de réemploi et de réparation. Puisqu'après, un certain nombre d'acteurs ont aussi mis en place des réseaux de collecte via des points d'apport volontaires sur l'espace public. D'autres reçoivent les dons sur leur site, mais voilà, il y a peut-être encore sur la partie gisement, et il y a une question réglementaire sur les gisements qui arrivent en déchetterie, qui sont considérés une fois passé la porte, en gros, comme des déchets, etc. Et c'est pas si simple que ça de les ressortir. Donc il y a à la fois là un travail organisationnel en déchetterie, le travail avec les équipes
des collectivités, les agents des centres de recyclage et réglementaire sûrement. Un deuxième point, et ça a été dit aussi, je crois, par Marine, sur l'accès au foncier. Et je sais aussi que Bordeaux Métropole, avec d'autres collectivités, travaille à la création de ce qui est appelé pour l'instant une foncière solidaire. Mais il y a un vrai, effectivement, sujet. Et nous, ICOS, on va peut-être réussir à satisfaire les besoins de 6 structures, mais tous les jours, on entend des confrères ailleurs sur la métropole qui ont exactement les mêmes problématiques, qui pourraient se développer, créer des emplois et faire leur action et réaliser leur mission sociale et environnementale, mais qui sont freinés pour des questions voilà, d'espace de travail qui sont difficiles à trouver. Et le troisième point, c'est sur le financement, où effectivement, là, je pense qu'il y a de la formation, c'est-à-dire que nous, structure de l'ESS, on est toujours via les entrées, les services ESS également, historiquement, et travaille très bien comme ça d'ailleurs, mais il y a peut-être de la formation ou du travail avec différents services du coup associés, des groupes de services, peut-être le service foncier, le service ESS, ce qui est le cas pour ICOS, ils travaillent ensemble, et peut-être d'autres services plus juridiques, etc., de façon à vraiment faire en sorte que les agents avec qui on travaille aient connaissance des dispositifs de financement qui dépassent peut-être le cadre de l'ESS. Et si ce n'est pas possible, comment on atteint les financements qui ne sont pas accessibles à l'ESS, puisque du coup, qui dit changement d'échelle, dit des besoins de financement, d'investissement bien plus importants qu'auparavant. Et du coup, les dispositifs existants, les appels à projets, et en tout cas les budgets tels qu'ils sont faits aujourd'hui par les collectivités ne sont pas toujours du coup en cohérence avec les montants en fait. Voilà, donc pour moi, il y a ces trois sujets, voilà, avec en plus un cadre réglementaire européen qui vient rajouter une contrainte aussi sur les collectivités et l'État français. Donc du coup, voilà, comment là-dessus on gagne en compétences au niveau des collectivités et du coup, on facilite l'accès à des acteurs comme nous qui ne sommes pas foncièrement compétents en la matière à des financements plus conséquents. Merci, merci beaucoup. Nous arrivons quasiment au terme de cette table ronde. Je vous propose peut-être d'essayer de ramasser en quelques mots des enseignements que l'on peut essayer de tirer de cette séquence. En tout cas, je vais vous les proposer et puis nous verrons donc ce qu'il en retourne. Alors, tout d'abord, je vais retenir un mot-clé, peut-être. Le mot-clé principal, c'est concret, avec d'autres mots autour que nous avons entendus, débouchés, emploi, développement et même affaires, finances. Nous ne sommes pas dans une économie rétrécie, nous ne sommes pas dans le repli, mais bien dans une volonté de développement, d'intelligence, d'initiatives créatives. Je pense notamment au luminaire de Junior Fritz Jacquet, donc, que l'on a vu tout à l'heure. C'était une illustration, mais il y en a eu d'autres. Et puis, ce que j'ai noté aussi, c'est l'ensemble des domaines sur lesquels nous pouvions appliquer l'économie circulaire, les soins, l'hygiène, l'alimentation, le textile, le mobilier, l'immobilier, tout y est passé finalement, toute la filière, tout ce qui peut faire l'activité et l'animation d'un territoire urbain, d'un territoire rural, est passé donc et est susceptible de faire l'objet d'une action d'économie circulaire. Ça nous renvoie finalement à quelques enjeux, des enjeux que l'on a vus apparaître, les enjeux évidemment qui sont généraux pour nous tous aujourd'hui entre le global et le local, les enjeux entre une abondance apparente et une rareté réelle. C'est Jean-Baptiste Tony qui mentionnait cette situation qui évidemment va nous apparaître en contrainte très rapidement, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, donc, des enjeux entre des principes généraux qui nourrissent l'ensemble de vos initiatives, mais en même temps des initiatives très locales, très appliquées
c'est pas une doctrine donc ou un modèle applicable à tous, mais c'est à chaque fois des initiatives qui sont appliquées dans des contextes qui sont des contextes locaux. Pour autant, ces contextes locaux se nourrissent d'un principe général de transformation du modèle d'une économie linéaire en économie circulaire, ce qui amène à changer les filières, mais aussi et peut-être surtout à changer les mentalités. Alors, ça nous amène du coup à quelques leçons en conclusion. J'en ai noté 4. Je pense qu'il y en a d'autres, mais allons-y quand même sur ces 4. La première leçon, c'est d'abord cette rupture de l'économie linéaire, un changement d'échelle, un changement de rapport également aux ressources. Et ce rapport aux ressources, il ne peut passer que par une éducation, que par une transformation des pratiques, une transformation des modes de pensée, j'y reviendrai dans un instant, mais aussi une transformation des systèmes et notamment des cadres juridiques, cadres économiques, cadres d'organisation de la production, de l'extraction des ressources et de la mise en valeur des déchets. L'ensemble de ces dispositifs aujourd'hui nous conduit à modifier véritablement donc les pratiques. Sensibiliser, encourager, bouger les lignes, c'est un impératif donc pour pouvoir changer cette méthode pour passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. La deuxième leçon, c'est d'observer que cette économie circulaire, elle interroge aussi l'économie sociale et solidaire. On a parlé d'entreprises inclusives, on a parlé des règles de l'économie sociale et solidaire, on a beaucoup parlé d'associations. Mais on a parlé aussi de l'obligation de faire attention en fait au local, de faire attention aux emplois, de réinterroger les logiques et non pas dans un modèle de rétrécissement, mais bien dans une perspective de modernité, dans la perspective d'un modèle économique qui apporte véritablement donc un développement. La troisième leçon, c'est justement d'inviter à faire de l'économie circulaire une vraie dynamique économique. Et donc, cette dynamique économique, elle passe par des transformations. Je voulais y venir donc tout à l'heure, je vous ai dit donc transformations qui sont peut-être aussi dans notre relation au monde, dans notre relation à la nature, dans notre relation à la manière de penser cette relation à la nature et notamment à l'écoute de l'expérience qu'Ambre nous a évoquée, la relation entre le propre et le sale, que beaucoup de vos sujets ont permis de réintroduire, de réinterroger. Et sale, ce que nous mettons en poubelle, ce que nous mettons en déchets et ce que nous sommes en train de réapprendre à utiliser, à réutiliser, à ne pas en fait nous défaire entièrement. Donc, c'est bien ici la question d'une modernité transformée qu'il s'agit donc de découvrir. C'est une vraie démarche avec de vrais emplois, avec une haute intensité de main-d'œuvre et des emplois, donc, l'on a entendu tout à l'heure, donc non délocalisables, qu'il s'agit donc de produire avec cette nouvelle façon de penser. Et enfin, la dernière leçon, c'est la place des autorités publiques, la place des villes en soutien, à la fois donc pour pouvoir porter les initiatives, pour pouvoir les accompagner dans leur développement, mais aussi peut-être pour pouvoir développer un certain nombre de cadres de financement, de cadres de débouchés, de cadres juridiques qui permettraient de sécuriser l'ensemble de ces activités qui, pour le moment, donc, sont trop souvent considérées comme des expériences, des expérimentations, certes intéressantes, mais gardées dans une forme de marginalité au regard de ce que peuvent être à la fois les potentiels et à la fois la nécessité de réutilisation des ressources. J'ai lu donc tout à l'heure dans la conversation cet appel à ce que l'on ait donc un plaidoyer pour la création d'un fonds mondial de l'économie sociale et solidaire, mais sans doute aussi un fonds pour le soutien à l'économie circulaire dans cette optique d'en faire finalement un élément majeur du développement économique des territoires.
Voilà, donc en quelques mots donc, de conclusion, quelques points ici. Si nous n'avons pas d'intervention, dernier mot, peut-être Jean-Baptiste Tony en conclusion de cette réunion. Mais merci à toutes et à tous, hein, ceux qui sont intervenus, celles et ceux qui sont intervenus, mais aussi celles et ceux qui étaient spectateurs. Alors, c'est sûr qu'on préfère toujours en présentiel, mais bon, entre le Covid et le fait qu'on soit sur un événement mondial, c'est toujours plus difficile d'avoir des gens en présentiel. Mais à l'inverse, ça limite un petit peu les échanges, malheureusement. Mais merci quand même à toutes et à tous pour votre participation, pour la richesse des échanges. Merci aussi, Lionel, hein, pour cette animation, pour cette conclusion aussi qui a parfaitement résumé tout ce qui s'est dit. Et j'espère évidemment que ce n'est que le point de départ de plus de coopération encore à l'échelle mondiale sur ces enjeux d'économie circulaire. Non pas pour qu'on ait une économie circulaire mondiale, mais plutôt pour qu'effectivement on puisse inspirer facilement des projets et des dynamiques partout dans le monde pour tenter de les appliquer à chacun à son contexte local. Voilà, donc merci encore à toutes et à tous. Merci à toutes, merci à tous. À bientôt. Nous en terminons donc avec cette session. Au revoir.